So, start for this afternoon session. So, thank you so much for being here and welcome again. So, we start with the simulation that has no need of presentation because Andrea Elbo, simulation, aussi théoricien de l'art et du spectacle. He teaches at the University of Bruxelles. He is the president of the International Association for the Semiotics of Spectacle and for performance. Mainly, it is well known for being the director of a journal that is very important for the world semiotic community, that is the journal The Grey, that we all know and we all read. So, Andre, thank you so much for being with us. I leave you the floor with 30 minutes for your presentation, and we have 15 minutes for the discussion. I think that Andre is going to talk in French, but he has a PowerPoint in English. So, first of all, I want to thank Maria Giulia, Massimo, Claudio for the kind invitation here. It's always a pleasure to be here. I will deliver my lecture in English, in French, sorry. I hope it's not a problem. For on the here in English, so it will be easier for the one who don't speak French. Ma communication va être un peu transgressive, donc non seulement sur le plan linguistique, mais aussi sur le plan du contenu. Elle va être très différente de ce qui a été abordé ce matin. Je vais donc essayer d'aborder un petit la question du dialogue entre la question du visage, la question du visuel qui est quelque part un peu la variable tacite du visage, et la sémiotique du spectacle vivant, la sémiotique du théâtre. Donc, a priori, on peut s'interroger du fait que j'ai effectivement mis un point d'interrogation derrière mon titre, peut-être que je ne considère pas la relation entre le visage, la représentation et le visuel comme au substantiel de la sémiotique du spectacle vivant, alors que de manière intuitive, je veux dire, si on n'adopte pas la posture du sémioticien, le visage peut être inscrit dans le discours sur le spectacle vivant. Quand on parle du théâtre à l'italienne, c'est un théâtre face à face, c'est le cas de le dire, et qui est déterminé par le regard de celui qui se trouve au premier rang, le mécène, qui est au milieu du premier rang et qui va déterminer le point de fuite, puisque le théâtre à l'italienne repose sur cette question, cette problématique de la perspective qui est liée au regard et qui est liée au visuel. Beaucoup d'études de réception, je pense à celle de Mervan-Roux, par exemple, qui fait autorité, assise pour une étude du spectateur, définissent la présence de l'acteur sous les feux de la rampe en termes d'interaction, non pas seulement avec le public, mais avec le mur de visage du public. Ce sont les termes mêmes de Mervan-Roux. Et elle insiste sur le fait que le visage se définit par un jeu d'échange. Parler donc du mur de visage revient à parler aussi pour l'acteur de l'expérience du visage. Et j'utilise ce terme à dessein parce que c'est le terme de Lévinas, en fait, donc qui est infini. Donc le terme me paraît en tout cas mériter réflexion. Et enfin, troisième point qui peuvent conforter, je dirais,
une approche intuitive, c'est tout simplement celle du répertoire dans la création contemporaine. Et je citerai simplement un exemple que vous voyez à l'écran, qui est sur le concept du visage du Fils de Dieu de Romeo Castellucci, qui est un spectacle dont on a beaucoup parlé. Je vous rappelle quand même qu'il a effectivement suscité un certain nombre de réactions. Je vous en ai concocté un petit extrait. Réaction dont on s'est d'ailleurs demandé si c'était des figurants engagés par Castellucci ou si c'était effectivement des manifestants qui avaient réagi spontanément. Alors, ce spectacle mérite qu'on s'y arrête un instant. C'est un spectacle assez court, en 3 temps, un spectacle d'1 heure. Les 45 premières minutes, je ne sais pas si certains l'ont vu parmi vous, sont d'un naturalisme affligeant qui montre un vieillard parkinsonien et incontinent. Et la réaction des spectateurs, c'est de se demander si cette scène finira jamais. Le deuxième temps, tout à fait par contraste avec le premier moment, est un moment tout à fait allégorique. On change complètement de style. Des enfants jettent des grenades qui portaient dans leur sac d'écolier au visage qui est représenté là et qui reste impassible. Alors quand je dis qu'ils jettent des grenades sur le visage, en fait, qui est le visage du Christ ici, c'est pas vraiment le cas. Ils jettent des grenades sur le tableau d'Antonello de Messina. Donc c'est effectivement à la fois l'ambivalence du visage. Je cite à nouveau Lévinas. Le visage est ambivalent, il signifie à la fois invitation à tuer et interdiction de tuer. L'agression ici, elle est à la fois suscitée et repoussée par ce visage. Et enfin, troisième temps, les acteurs quittent le plateau, ils désertent la scène et le visage reste seul en scène et il va progressivement se déformer, il va être souillé, lacéré, jusqu'à disparaître pour devenir, pour faire place à ces mots « You are and you are not my shepherd ». Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, cette pièce a suscité des réactions et Castellucci, dans la deuxième version, donc pas celle qui avait été créée à Avignon, mais les suivantes, s'est auto-censuré. Et il a supprimé quelle scène? La deuxième. Celle où les enfants jettent des grenades sur le tableau, hein, qui est en fait une espèce de proposition alternative pour s'arracher au caractère péniblement scatologique de la première scène. Et donc, c'est la révolte des enfants sur scène qui, selon lui, a constitué l'élément essentiel, c'est-à-dire, en fait, le moment d'interaction, le seul moment d'interaction entre un visage et ceux qui le regardent. Donc, l'élément de scandale d'un visage, encore Lévinas, dénudé, exposé sans défense, offert, c'est le moment de l'interaction. Donc, ça n'est bien sûr, c'est une représentation d'un visage, pas n'importe quelle représentation, bien entendu. C'est d'ailleurs très bizarre parce que le titre parle du concept du visage du Fils de Dieu, et ici on a en fait affaire à une incarnation. Ça n'a rien de concept général. Mais ce qui me semble vraiment crucial, ce qui était crucial pour Castellucci,
c'est l'intersubjectivité dont le visage est porteur. Est porteur, oui. Donc, le fait qu'il y a ce caractère de métaphore du visage qui sert à décrire un phénomène d'interaction. Je vous rappelle que Lévinas disait aussi le visage signifie, il est sens à lui seul, il parle, ce visage exige qu'on lui réponde, qu'on réponde de lui. C'est un ordre, c'est un commandement. Donc, Jean-Pierre, c'est marqué. l'élément essentiel, c'est que le visage n'appartient pas à celui qui le porte, mais il est défini par celui qui le regarde. L'interaction est l'élément essentiel, et cette problématique du regard, du visuel qui est sa variable tacite, peut particulièrement nous intéresser lorsque l'on étudie des phénomènes spectaculaires et des phénomènes relatifs au spectacle vivant. Donc, je voudrais aborder en fait 5 questions très brièvement. La première, imagiste du XXe siècle et le spectacle contemporain dans l'esthétique de la création, c'est effectivement mis en quête de nouvelles stratégies de composition scénique qui privilégiaient les aspects iconiques. Il y a des écrans partout maintenant. On est véritablement dans une médiaturgie, pour reprendre un très beau terme de Bonnie Maronca, qui fait que l'accroissement des visuels au sein de notre sémiosphère a favorisé l'émergence de ce type de spectacle. Sinon, on pourrait dire la même chose d'autres sémiotiques sœurs. La sémiotique du texte, quand le spectacle vivant s'est tourné vers la recherche d'invariants dans les premiers temps, auquel on a rapidement renoncé, la sémiotique du son. Et aujourd'hui, il y a un autre paradigme qui prend le pas et qui consiste à considérer essentiellement le spectacle vivant comme un objet syncrétique. On parle d'ailleurs de spectacle vivant, vous l'aurez remarqué, et pas de sémiotique du théâtre ou de sémiotique de l'opéra. On parle de sémiotique du spectacle vivant. Ce qui fait que les opérateurs ont changé aussi. L'acteur observateur, par exemple, qui était un élément crucial
il y a quelques décennies, fait place aujourd'hui à la cognition incarnée, l'embodiment. On met en évidence le rôle de la corporéité. On considère que le corps n'est pas seulement mis en scène, mais il est la scène. Il ne traduit pas un texte, il est l'outil créateur, il est l'instrument de transmission du savoir qui peut rendre compte à la fois de l'expérience performative de l'artiste et de la relation biologique entre l'acteur et le spectateur. Donc, à la place de la représentation, on a vu émerger dans le paradigme du vivant des catégories beaucoup plus tournées vers l'expérimentation, vers le somatique, vers le tournant performatif, vers l'intermédialité. Et si j'insiste un peu sur cet aspect, c'est qu'il remet en cause l'iconicité de la représentation. Le visuel s'est décliné en une double dimension et suivi référentiel. Donc le visuel au théâtre, prendre l'exemple du visage, c'est bifidé en un visage en représentation, un visage comme fiction, un visage comme personnage, mais aussi en un visage comme matérialité, comme performativité, éventuellement comme visage du comédien, comme présentation. Donc il y a toujours cette double dimension. Le visage fait sens comme une présentation, comme une matérialité, mais dans un cadre spectaculaire, dans un cadre de représentation. Donc, plutôt que de parler de visage inscrit dans la logique du personnage, on parle beaucoup plus aujourd'hui de présence, de préexpressivité. Effectivement, de se demander comment inscrire cette idéologie de la présence, comment inscrire le visage dans cette idéologie de la présence, et qui permet de réévaluer le paradigme du visuel. La double énonciation dont on parle en sémiotique du spectacle vivant, donc le fait que le comédien joue et montre qu'il joue, participe un peu de cette double dimension en réalité. Le point que je voudrais faire allusion, c'est la question de la relativité du visuel. C'est l'argument culturaliste, la notion d'image théâtrale, d'image opératique, d'image circassienne, repose sur un impensé qui présuppose que le spectacle vivant, spectare, théâtron, serait destiné essentiellement à être vu. Or, l'anthropologie théâtrale, tout comme la prose diachronique, souligne qu'il existe, par exemple, dans d'autres cultures ou dans d'autres états de notre culture, des formes de spectacle qui font appel à tous les sens. Au début du XXe siècle, on a commencé à mettre en cause les modèles de réception qui étaient fondés sur le caractère paralytique et emblyope, a-t-on dit, du spectateur assis dans son fauteuil. On s'est intéressé, probablement sous l'influence d'autres cultures, au fait, par exemple, qu'en Inde, la réception du spectacle, qu'on appelle la rasa, fait appel à toute une série de modalités sensorielles, dont le goût, les valeurs haptiques, l'odorat, le regard aussi, bien entendu, mais pas seulement. Et de la même façon, en Asie, par exemple, l'acteur, le jeu de l'acteur n'est pas destiné simplement à être vu comme analogone de la psychologie d'un personnage. Le jeu de l'acteur, c'est avant tout
un équilibre de tension somatique, hein, aller au bout des tensions de son corps, c'est ça l'essentiel du jeu. Hein, le plus beau compliment qu'on puisse faire à un acteur en Inde, ou à une actrice en Inde, et pas tu es dans ton personnage, puisque la dramaturgie, c'est une dramaturgie du corps. Il y a un argument sociologique qui va dans le même sens, relativité du visuel. On sait que dans certaines cultures, le visage a fait l'objet de censure. Et par exemple en Asie, très longtemps, le visage, tout comme le corps de l'acteur en spectacle vivant, était tabou, alors que l'image peinte était parfaitement tolérée. Donc, il y a là, en tout cas, une nuance à apporter ou une mise en cause paradoxale du regard qui fait que que la relativité doit être prise en compte. Ce qui fait que, par exemple, pour la danseuse Kathakali que vous avez là, le vêtement, le maquillage, tous les éléments, le maquillage qui est une espèce de masque hein, ici, font partie de l'entrée dans l'anthropologie du spectacle. En fait, tout ça se fait à vue, en scène, hein, alors que chez nous, dans nos cultures, il y a des espaces de soutien et tout se fait en coulisses, dans des espaces cachés. Donc, le statut du visuel, le statut du visage ont évolué dans l'histoire du théâtre. Stanislavski, par exemple, considérait que le visage était le siège de l'émotion. Il avait du visage une conception sémantique. Le visage construit un récit visuel qui raconte des identités personnelles. Pour lui, le grimage, le maquillage était la dernière étape d'entrée dans le rôle. Donc le maquillage faisait partie de la nature iconique. On disait d'ailleurs, l'acteur se fait une tête. Donc le visage de l'acteur devenait un analogue du jeu. Mais de toutes ces techniques, évidemment, on n'a aucune trace. Le maquillage dans nos cultures se fait dans l'intimité de la loge, sauf peut-être chez un ou deux, chez Ariane Nouchkine, par exemple. Et dans un geste non moins emblématique, les acteurs se démaquillent seuls devant le miroir. Donc il y a vraiment, se pose la question de la trace, qui est une question beaucoup plus générale d'ailleurs, qui porte non seulement sur le visage mais sur le corps. Hein, la commedia dell'arte, par exemple, selon l'auteur du dessin qui a été croqué, nous présente des prototypes qui sont complètement différents. La série Callot, que vous avez sous les yeux, elle a été dessinée par quelqu'un qui a assisté au spectacle et puis qui a, après, de mémoire, reconstitué les dessins. Il en résulte tout simplement des corps qui ne respectent pas la loi de la pesanteur. Ce sont des acteurs en déséquilibre, en contradiction avec les lois physiques de la gravité, des corps contorsionnés, incohérents, artificiels. Ici, vous le voyez également, toujours dans la série Callot, alors que dans l'autre série, la série Fossard, qui a été dessinée en direct au moment de la représentation, on a affaire à par exemple ici, à une image d'Arlequin qui est parfaitement cohérente, la colonne en arc, l'élongation du cou, la tension, la posture est complètement conforme aux lois de la gravité. Donc le corps et le visage
véhicule, on pourrait dire, un récit facial négatif. Il ne s'agit pas de renvoyer à une personne ou à un avant-spectacle, de présentifier un absent, mais de souligner la fonction sémiotique du visage dans la combinatoire du jeu. La question du visage théâtral, si elle est si compliquée à noter au niveau de la face, c'est précisément parce que c'est la ligne du jeu dont le visage est la métaphore. Quand vous voyez ici cette image de Chéreau, Nathalie, l'Hamlet de Chéreau, donc avec le visage de Gérard de Sarthe. Mais qu'est-ce qui nous frappe, et la photo en rend compte de manière très imparfaite, c'est le maquillage blafard. Et ce maquillage blafard ne prend sens que si on le compare au visage à gauche de la mère d'Hamlet, qui est également blafard, alors que, on le voit assez mal ici, les autres personnages ont un teint plus vif. Et cette opposition de couleurs du visage recoupe en fait une opposition des costumes. Hein, vous voyez ici en termes d'époque, en termes d'ampleur, ample juste au corps, en termes d'historicité, contemporain historique, etc. Donc, l'apparence s'inscrit dans une combinatoire, et quelque part, le visage est une métaphore du corps. Il cristallise à la fois le statut ambivalent d'une fiction et d'une performance en art. L'expression faciale peut provoquer des émotions générales ou spécifiques qui vont dépendre du spectateur, qui va accepter ou non de se laisser emporter par l'illusion. Et là, effectivement, on peut dire que le visage peut s'apparenter à un masque identitaire, pas le masque bâillon qui est celui du Covid, mais le masque identitaire qui joue un rôle dans la représentation face à face. Et ceci nous permet évidemment de nous poser la question de la définition d'un visage théâtral. Est-ce que c'est un coréen identitaire? Quels sont les traits distinctifs? Quel type de reconnaissance ce visage peut-il susciter? Et il y a une réponse qui me paraît intéressante et que je voulais reprendre comme une piste à développer, qui est la distinction que propose Anne Béard entre le visage objet, entre le visage chose et le visage objet. Donc, ce que nous dit Anne Béard, c'est qu'il y a une identité modale du visage. Je vais la citer. Le visage n'est pas un objet sémiotiquement vide qui prend son sens lorsqu'il est visé par l'autre, lorsqu'il est visé par un sujet, mais il est pris dans une interaction. C'est ce que je disais au début de mon exposé. Le visage chose se stabilise en un visage objet sous les effets d'une machine intérieure et du face-à-face. Donc, c'est le jeu de l'interaction qui va faire que ce visage chose, caractérisé par son ouverture, va se stabiliser en un visage. Alors, je voudrais reprendre cette suggestion parce qu'elle me paraît peut-être un point de rencontre entre la sémiotique visuelle et la sémiotique du spectacle vivant. OK. On pourrait se demander si on ne pourrait pas définir, comme le faisait Umberto Eco quand il parlait de lecteur modèle, des interactions modèles qui inscrivent dans le visage le processus d'interaction qui détermine la constitution du visage. Pour un exemple, Marilyn Monroe, on est frappé par la concordance entre ces différentes images prises à des moments différents. Ce visage est le visage d'une femme enfant. C'est le visage d'une femme enfant qui
inscrit une certaine forme d'interaction, c'est qu'elle consent, c'est celle du consentement. Elle consent sans réserve à être regardée. Et je vais ajouter, comme le dit Goffman à propos des mannequins, c'est une femme qui consent à être regardée par un homme. Et Goffman faisait le même travail pour son étude sur les mannequins. Il parlait de la posture d'abandon, la tête qui repose sur la main, le sourire consentant, la femme. Ceci à un moment où Marilyn Monroe, au moment d'ailleurs, à l'apogée du système économique hollywoodien, va apparaître comme la star à laquelle le public va s'identifier. C'est la star parfaite. Au contraire d'un James Dean, par exemple, qui va accepter de montrer un visage souffrant et de marquer un écart entre le visage du comédien et celui du personnage, dévoilant les failles de la star. L'interaction avec le regard du spectateur se transforme, perturbant l'identification, à un moment où d'ailleurs le déclin du système hollywoodien commence à s'amorcer. Ça n'est pas tout à fait innocent. Alors, le point culminant, c'est évidemment Marlon Brando, qui accepte, au fond, de casser l'interaction au profit d'un visage chose, qui est d'un corps chose, qui est déformé, qui n'appartient plus à l'acteur star, mais au personnage. Et évidemment, là, le rapprochement s'impose avec l'acteur de théâtre, où il n'y a pas d'identification, on est plutôt dans un processus de dénégation, où la question de l'identité modale se pose en d'autres termes. Alors, pour terminer, puisqu'on me dit que je suis arrivé au terme, un exemple un peu plus léger, qui est celui de Lady Gaga, qui a été très bien étudié par Osander, entre autres, et qui est le dernier stade de la cohérence, de l'éclatement de la cohérence du visage, parce qu'on a affaire finalement ici à une star sans visage. Le visage, comme le corps, vont avoir pour objet de reproduire en scène un moment antérieur qui est celui du clip vidéo. Donc, pour parler en termes persiens, on pourrait dire qu'elle est la copie vivante en scène de l'original vidéo qui l'a précédé. Donc, il s'agit de décliner sur scène un moi comme rôle, un visage-objet proche du masque et qui se réfère à un autre objet possible qui l'a précédé. Voilà, donc j'avais annoncé une communication un peu informelle et surtout incoactive, hein, parce que, mais je pense que finalement le dialogue entre sémiotique du visage et sémiotique du spectacle vivant touche à un certain nombre de questions qui sont vraiment centrales dans le développement de l'étude du spectacle vivant. Je pense à la double énonciation, au rapport entre l'acteur et le comédien, aux interactions avec le spectateur. On passe son temps à étudier ça. Et le concept d'interaction, sous-tendu par le processus constitutif du visage-objet, conduit à s'interroger sur un autre processus qui est essentiel, hein, sur lequel nous travaillons beaucoup, qui est le processus spectaculaire, le processus de mise en seuil, le processus qui permet au visage d'entrer dans un cadre spectaculaire. Et c'est peut-être là que peut se réaliser le croisement entre sémiotique du spectacle vivant, sémiotique visuelle et approche du visage.